Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir aujourd'hui, un plaisir vraiment immense pour nous à OTRA de participer à cette petite campagne à travers des vidéos où on peut parler de certains sujets qui sont vraiment très importants pour la communauté LGBTI à travers le monde, mais spécifiquement en Haïti. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'un collègue et ami, Gino Amboise. Bonjour tout le monde, je suis très content surtout d'avoir été choisi pour parler de ces sujets-là qui sont capitalement importants au niveau de la communauté, et j'espère qu'on va en fait apprendre beaucoup de choses sur notre communauté, et les gens qui vont regarder aussi, que ce soit les gens qui font partie de la communauté ou ceux qui ne font pas partie de la communauté pourront apprendre normalement des choses qui ont rapport avec notre sujet qui est la santé sexuelle. Oui, on va parler de santé et bien-être sexuel, qui est un sujet vraiment très intéressant. Mais qu'est-ce que tu penses d'abord, Gino? On va s'introduire en tant qu'activiste. Je pense que ce serait vraiment intéressant. Bon, oui, je suis activiste, je milite pour la défense des droits des personnes LGBTIQ+, en Haïti, depuis tantôt 3 ans ou presque 4 ans. Et aussi, je fais partie d'une organisation qui défend également les droits des personnes LGBTI en Haïti, au sein de laquelle j'occupe le poste de vice-président. Voilà, je ne sais pas s'il y a autre chose à ajouter. Bon, je pense que ça fera le tour. Moi, c'est Dominique, comme dit tantôt, et Dominique Saint-Ville par rapport à mon identité de genre. Je suis homme trans. Je suis responsable d'une organisation qui s'appelle l'Organisation Trans d'Haïti, qui a pour objectif premier de faire la représentation correcte et adéquate des personnes transidentitaires au niveau national et international. L'Organisation Trans d'Haïti a été créée en mai 2017 et on va bientôt avoir à peu près 4 ans, je crois. Et c'est une expérience vraiment enrichissante pour moi en tant qu'activiste, mais aussi en tant que personne. Et j'espère que ce petit court-métrage qu'on fait là à propos du bien-être et de la santé sexuelle sera vraiment un boost pour les jeunes, et aussi une façon de permettre aux autres personnes qui ne sont pas de la communauté, comme tu l'as dit tout à l'heure, de pouvoir apprendre quelque chose de positif, aussi quelque chose qu'ils n'ont jamais appris avant, ce concernant. Donc je vais donner un petit topo de comment ça va se passer. Okay. Donc on va parler de la santé et bien-être sexuel, c'est le thème principal. Et à l'intérieur de ce thème, on va voir plusieurs catégories, à peu près 10 ou bien 9 sous-thèmes. Et notre premier sous-thème, ce sera au tabou lié aux préférences dans les rapports sexuels. Ensuite, on va parler de la dépendance économique et aussi de l'incapacité de négociation au cours des coïts. Et puis, on va parler un peu des travailleurs sexuels, de leur vie, des discriminations qu'ils subissent, parce que c'est un domaine où vraiment la sexualité, le coït est de base, donc c'est la base de leur relation pratiquement avec les personnes qu'ils côtoient. Donc, je pense qu'il est vraiment important de bien définir. Et ensuite, on va parler de la santé mentale et par rapport à la sexualité, et parler des droits sexuels et reproductifs à l'intérieur même de la communauté. Et pour finir, il y aura le clou principal, c'est parler des violences sexuelles et parler du consentement. Et on va un peu aussi faire un petit briefing sur le VIH et les IST, je pense qu'il est intimement lié au sujet de la sexualité. Donc c'est ça en général. Bon, je te laisse y aller d'abord. Tabou lié aux préférences dans les rapports. Oui, donc le thème, ça dit tabou lié aux préférences sexuelles dans les rapports sexuels, mais en réalité, on parle de tabou, mais aussi on parle de stéréotypes, de perception. Donc, moi-même, en tant qu'homosexuel, ce que je constate, c'est que, en fait, au niveau des rapports sexuels, que j'ai avec mes partenaires, ou du moins ce que j'entends à partir d'autres témoignages,
Donc c'est que, en fait, on parle d'abord de tabou. Donc quand on dit tabou, c'est-à-dire donc il y a en fait une non-acceptation donc c'est-à-dire donc on ne veut pas en fait assumer donc sa préférence sexuelle dans le rapport sexuel. On aurait dit que voilà donc si je suis un pénétrant donc ou du moins si je suis un pénétré donc ça fait un peu cliché, ça fait un peu rond, et si je suis une personne donc qui a une certaine virilité ou du moins donc très masculin, très costaud, donc c'est pas possible que je sois donc un pénétré. Donc à ce moment-là, on trouve donc dans les rapports sexuels, donc il y a des personnes donc qui comment je pourrais dire donc qui font semblant. Donc c'est-à-dire qu'ils n'expriment pas vraiment leur désir sexuel au cours de l'acte sexuel. Exactement. Donc la personne au cours de l'acte pourrait bien avoir envie d'être qu'on la pénètre, mais la personne ne va pas en fait donc démontrer ce désir, ou du moins dévoiler ce désir, ou du moins même exprimer cette envie-là. C'est vraiment difficile. Exactement. Donc, à cause de cette peur d'être jugé, que tu n'es pas un homme, ou que tu n'es pas, comment on dit, donc, on a un langage qu'on dit, donc, lesbienne, par exemple. Donc, on dit que, par exemple, ça fait référence aux femmes aussi. Exactement. Le fait que tu sois le pénétré. Exactement. Donc, par exemple, donc, on entend souvent donc cette histoire donc d'un mec qui te dit donc moi-même je ne peux pas accepter que mon mari donc se fasse pénétrer parce que je ne suis pas en fait dans une relation lesbienne. Donc c'est une façon de diminuer les femmes. Voilà, aussi, justement, et c'est aussi donc une mauvaise perception donc de l'homme, si on veut, ou du moins de ce qui est masculin, ou du moins donc de la virilité. Donc par exemple, donc tu es homme, tu es très musclé, très costaud, etc. Donc tu ne peux pas te faire pénétrer. Donc, et à bien réfléchir, Dominique, donc on voit vraiment le poids de l'hétéronormativité donc dans tout ça. Donc à quel point que ça pèse vraiment lourd donc sur les rapports que nous autres dans la communauté on a. Donc voilà, il y a en fait donc c'est tabou, donc cette peur là de dire voilà donc voilà qui je suis, donc je peux être un homme donc très masculin, etc. Mais par contre donc je préfère, ou du moins j'adore qu'on me pénètre. Bon, ça va, je dirais même plus que ça va un peu plus loin. Et même dans les couples transgenres, les hommes trans, femmes cisgenres, ou bien les femmes transgenres et femmes transgenres, ou bien les femmes transgenres et les femmes cisgenres. Donc, il y a toujours cette difficulté que les gens ont à pouvoir accepter certaines préférences sexuelles, parce que ces préférences sexuelles sont directement attribuées à une façon pour les gens de percevoir la masculinité ou bien de percevoir la féminité. Donc je pense que à la base c'est une question de genre. Donc c'est une définition du genre qui vient vraiment chambouler les relations sexuelles. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment remettre en question, qu'il faut vraiment donner un challenge. Nous autres aussi, hommes trans, nous vivons ces mêmes types de réactions ou bien de commentaires, de jugements. Si tu aimes qu'on te caresse, ça fait de toi que tu n'es pas un homme. Exactement. Si tu aimes les câlins, tu n'es pas un homme. Si tu aimes quelque chose aussi de bizarre, par exemple, il y a des gens qui sont des fétichistes, qui aiment les pieds ou bien qui aiment les seins. Donc, si tu aimes ces choses un peu trop, donc ça diminue de ta masculinité. Exactement. Donc, je pense que c'est vraiment plutôt difficile de combattre ces types de stéréotypes, de tabous qui nous empêchent vraiment de nous exprimer. Tu as dit quelque chose d'important, Dominique, parce que en fait, quand je parlais donc de tabou, donc en fait, j'ai aussi parlé du fait que on n'arrive pas, ou du moins on a peur d'assumer donc sa préférence au niveau de l'acte, mais aussi donc il y a en fait donc ça fait un mal. Oui, psychologiquement. Exactement, ça fait un mal. Le bien-être de la personne est atteint carrément parce que tu as la difficulté de vraiment de vivre quelque chose qui te ferait du bien dans ton corps. Des fois aussi c'est un blocage. Parce que moi je rencontre beaucoup de gens à travers mon travail, surtout quand on donne des thérapies psychosociales, et ces personnes te disent j'arrive pas à jouir. Et la plupart du temps, si tu n'arrives pas à jouer, c'est principalement parce que tu as un blocage par rapport à certaines tabous que tu as.
On a peur de se laisser aller, donc, parce qu'on a peur des voilà, donc ça stresse, donc exactement. Ça ne rend pas le coït agréable, ça vraiment t'empêche de vivre une sexualité épanouie, de pouvoir être heureux et de vraiment pouvoir jouir pleinement de l'acte sexuel. Donc, exactement. Et si tu permets également, Dominique, donc il y a un autre point que j'aimerais soulever, donc c'est le fait aussi que donc cette perception-là donc peut en fait emmener la personne donc qui a cette perception donc à se faire du mal à elle-même donc au final. Je m'explique donc parce que à la recherche donc d'un mec masculin, d'un mec costaud, donc viril, il y a assez souvent donc ces personnes-là donc ou du moins qui répondent à cette description-là qui ne font pas partie donc de la communauté, je veux dire qui ne s'identifient pas comme étant homosexuels et qui ne sont pas des homosexuels malgré qu'ils peuvent poser l'acte. Voilà, donc ils peuvent avoir des pratiques homosexuelles, mais ce sont surtout des personnes donc, qui sont à la recherche de quelque chose. Bon, ils sont dans le déni. Exactement. Donc, et à ce moment-là, donc ça devient dangereux. Donc, pour la personne donc qui veut ou du moins donc qui s'engage donc volontairement, exactement. Okay. Donc peut-être ne voit pas le danger parce qu'il se dit donc voilà c'est oh, j'ai un homme, j'ai un mari, donc j'ai un mec complet, etc. Donc accompli, tout ce qu'on veut. Mais en fait, donc la personne ne réalise pas que c'est une personne qui est là donc pour quelque chose. Donc ce n'est pas une personne qui est là donc pour à proprement parler donc parce qu'il y a l'amour qui est et qui cherche une relation stable, voilà. Quelque chose de vraiment beaucoup plus voilà. complet ou bien qui puisse voilà. Vraiment lui permettre de s'épanouir. Donc une personne qui n'est pas là donc de façon honnête donc pour avoir une relation donc honnête etc. Donc c'est une personne donc à n'importe quel moment peut te faire du mal parce que l'objectif donc c'est déjà donc un abus. Voilà, donc la personne veut profiter donc de quelque chose que tu as et si la personne n'arrive pas à trouver cette chose-là, donc Dieu sait ce que la personne pourra faire. Oui. Donc ce sont des pratiques normalement qui mettent en jeu donc les personnes donc qui croient vraiment dans cette perception-là et c'est vraiment dommage. Donc je pense que il y a lieu qu'on fasse une éducation donc assez sérieuse sur la question donc tu l'as dit tout à l'heure sur la question de genre, donc pas seulement donc à l'endroit des personnes qui ne font pas partie de la communauté mais des personnes qui font partie de la communauté parce que comme tu as dit tout à l'heure tu as parlé donc des personnes transgenres donc le fait que si tu es un trans-homme donc tu dois nécessairement tomber amoureux d'une personne trans-femme ou du moins ou du moins c'est une femme cisgenre donc ça ne peut pas être une autre personne ou du moins un autre une personne trans-homme. Le cadre n'est vraiment pas là. Exactement. Donc je pense qu'il y a en fait là une nécessité donc vraiment d'avoir une éducation sexuelle donc assez très poussée donc pour les gens de notre communauté. Surtout sur le sujet des tabous donc il est important. Exactement. Donc en gros qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens en gros par rapport au tabou? Bon, moi je dirais que par rapport au tabou c'est premièrement il faut vraiment essayer de se déconstruire au maximum. Ça va prendre du temps, mais c'est au fur et à mesure faire des recherches et savoir exactement ce que tu aimes. Peu importe que la société n'aime pas ou bien qu'il y ait une description plutôt peu fameuse de ce que tu préfères, mais c'est ta préférence, il faut l'assumer. Et aussi, je réfère aussi que les personnes qui sont par rapport à leur tabou stressés ou bien coincés ou bien qui n'arrivent pas à exprimer sexuellement leur préférence ou sexuellement, ce qu'ils veulent faire, c'est peut-être avoir des appuis psychologiques parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment dépasser parce que ça va vraiment stagner la relation. Donc en gros c'est ça. Moi je dirais qu'il faut en fait donc aborder ces thèmes-là donc en termes de connaissances donc apprendre aux gens ce qu'est donc la notion de genre donc de transidentité etc. Mais aussi donc
ce concept d'acceptation. Oui. Donc, parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais nous-mêmes, au sein de notre communauté, on est très intolérants. Donc, même avec nous-mêmes. Même avec nous-mêmes, voilà, justement. Donc, déjà, si on construit une communauté et qu'on revendique nos droits par rapport avec notre différence, donc on est différent, on veut que les gens reconnaissent notre différence et respecter notre différence, mais nous-mêmes aussi, donc on doit pouvoir en faire de même. Oui, je suis d'accord. Donc, voilà. C'est intéressant. Là, maintenant, à partir des tabous, on peut aussi directement couler dans le second thème, qui est la dépendance économique et les capacités de négociation dans les relations sexuelles. Et là, tu vas avoir des choses à dire. Bon, oui, évidemment. Parce que ça nous concerne surtout en Haïti. Donc, principalement, cet aspect-là, ça représente beaucoup. Bon, oui, je pense que c'est dans les communautés caribéennes en général. Donc, cette histoire de dépendance économique, elle fait fureur. Surtout les petites colonies qui sont devenues indépendantes et qui ont eu à subir de très fortes influences par rapport aux métropoles qui les gouvernaient à l'époque. Et là, les façons d'éducation, les modèles d'éducation que nous avons, c'est plutôt des modèles d'éducation qui, en sens, la dominance, principalement la dominance du mal. Donc, ça crée une ambivalence au niveau des relations sexuelles, spécifiquement, pas seulement une question de genre de femmes et d'hommes, mais aussi une question de personne à personne. Donc il y a toujours, quand on parle de dominant, donc tout ça rentre là-dedans. Et des fois, ça fait un challenge parce que les gens n'arrivent pas vraiment à comprendre que cette question de dominant et de dominance, c'est une question de feeling, de sentiment, de ressenti, mais ça n'aurait vraiment rien à voir avec ton aspect social, ton niveau économique. Donc, cette pression sociale qui se fait sur les personnes sexuellement et qui est directement attachée à la force économique du partenaire avec qui ils ont une relation. Donc, je pense que c'est une ligne à briser et c'est pas facile. Ça demande beaucoup de travail parce que ça va demander un travail au niveau, par exemple, du féminisme qui a un travail énorme qu'elle doit faire. Avec les femmes, que ce soit des femmes trans, que ce soit des femmes cisgenres, et aussi, mais avec les hommes. Et je pense que les féministes, beaucoup de féministes, surtout dans notre pays en Haïti, elles n'ont pas encore vraiment laissé cette vague porter le mouvement qui veut vraiment qu'il y ait l'inclusion et l'éducation intensive des personnes mâles, des hommes, parce que ils font partie de la société, on les côtoie tous les jours, on vit avec eux tous les jours. Et quand je dis homme, je ne fais pas de distinction, il est valable aussi pour les hommes trans. Pour les hommes trans, exactement. Oui, il y a une certaine portée de la transidentité, de la masculinité qui est vraiment toxique et qui empêche aux gens... qui empêche aux gens de vraiment s'épanouir et de laisser de côté dans leur vie sexuelle cette question de dominance financière qui vraiment est en train de pourrir leur relation ou bien de pourrir une simple relation sexuelle. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à être fait. Par exemple, moi-même je peux témoigner au niveau des relations homosexuelles. Moi-même je suis témoin. Quand tu entames une conversation, quand tu rencontres une personne, que ce soit sur le net, après que la personne te dit comment vas-tu, tu joues quel rôle, tu es actif, tu es passif, ou autrement dit tu es dominant ou dominé, et la personne te dit tu fais quoi dans la vie. Quand la personne te dit tu fais quoi dans la vie, ça ne se réfère pas avec quelle profession tu pratiques. Et tu gagnes combien? Tu gagnes combien, voilà. Et ce que je vois, c'est que cette question précisément, vient toujours après du fait que la personne soit au courant que tu es passif.
Oui, il y a toujours une Parce demande. Parce que la tendance veut que tu es passif, donc tu dois donner quelque chose. Donc, oui, il y a une négociation inéquitable Exactement. de la relation par rapport avec ta façon de faire l'amour ou bien ta façon de vivre l'expérience sexuelle. Donc, dis-moi, c'est ta préférence au niveau de l'acte sexuel. C'est un problème des deux côtés. Pour les passifs, c'est une question de donner. C'est comme si tu dois prendre soin de la personne. Exactement. Tu lui es redevable économiquement. Tu lui es redevable, c'est comme si c'était un faveur qu'il te faisait. Du côté des personnes trans, dans les relations lesbiennes, dans les relations d'hommes transgenres et femmes cisgenres, c'est pratiquement la même chose. Tu es le mâle, tu es le dominant, donc désolé, c'est à toi de prendre tout en charge, c'est à toi de tout faire. Donc, je pense qu'il y a un changement d'idéologie qui doit passer à travers disons, les messages qu'on essaie de faire passer. Au contraire, c'est pas de cacher aux personnes les aspects de la sexualité qui sont vraiment qui vont bien plus loin que le coït, qui sont vraiment sociales et qui doivent être prises dans une dimension éducationnelle pour permettre aux gens de vraiment changer leur façon de penser, changer leur façon de voir, changer leur façon d'interagir quand il s'agit de sexualité, donc d'être beaucoup plus libre, d'être beaucoup plus épanoui. Exactement. Et aussi d'avoir des relations saines, parce que quand tu as ce genre d'échange, ce genre pour moi c'est de la monétisation, donc ça amène beaucoup d'autres bagages psychologiques, pas seulement par rapport à toi, mais par rapport à la personne aussi. Des fois tu n'es pas je vais pas dire que tu n'es pas une personne qui veut avoir, disons, faire un marchandage économique ou imposer une dépendance économique à ta partenaire, mais l'environnement dans lequel tu évolues, avec la personne que tu évolues, donc la personne c'est en train de te conditionner. Tout à fait. Tu deviens conditionné sans t'en rendre compte. Et je vois, donc, ce qui me vient à l'idée en ce moment, donc je ne sais pas si tu t'en rends compte, donc Dominique, c'est le fait que, en fait, on fait partie d'un tout, donc on est affecté par tout. Donc il ne s'agit pas, parce que c'est une relation hétérosexuelle, donc c'est-à-dire, nous autres, on n'est pas concernés parce qu'en fait, donc, on voit qu'on est... Oui, c'est le même échange. Exactement. C'est le même cercle, c'est la même roue, c'est les mêmes réactions, que ce soit dans un couple hétéronormé, que ce soit dans un couple homosexuel, ou bien un couple de personnes transgenres, ou bien de personnes intersexes. C'est la même chose. C'est le même feedback, le même challenge, les mêmes échanges, donc qui nous empêchent vraiment de changer la donne. Et directement ça, je pense que c'est directement lié à cette capacité qu'ont les gens de vraiment négocier comment ça va se passer, comment est-ce que tu veux que ça se passe, comment est-ce que tu veux que ta partenaire ou bien ton partenaire te fasse l'amour, ou bien que ton partenaire arrive à vraiment à te faire atteindre le paroxysme. Donc c'est un challenge, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça conditionne le reste de la relation. Même la personne ne se rend pas compte qu'elle devient une personne carrément soumise, tout simplement par le fait qu'elle dépend de toi économiquement. Ou bien toi, tu ne te rends pas compte que tu deviens quelqu'un de soumis, ou bien quelqu'un qui ne s'exprime pas, tout simplement parce que tu es dépendant économiquement de cette personne. Je me rappelle que je suivais une émission et on parlait de consentement. Donc, moi-même... tu ne vas pas dépasser le consentement dans les thèmes. Non, je ne fais pas rentrer dedans, mais je voulais juste en parler rapidement. Donc, c'est que je me disais que, non, je ne suis pas concerné. Donc, voilà, c'est un truc qui arrive aux filles. Aux filles, le consentement, ça ne te regarde pas. Exactement. Pourtant, quand je suis à fond dans l'émission et on est en train de débattre, je m'y retrouve totalement parce que je faisais partie des personnes qui laissaient faire. Oh, tu ne négociais pas. Voilà, je ne négociais pas. Il n'y avait pas d'échange. Non, parce que je me disais ok, bon, pourvu que lui soit content, il attire un bon coup. Ça, je pense que ça va bien plus loin. Moi-même, je me dis ok, bon.
tous les sujets sont liés. J'ai l'impression que c'est aussi conditionné par cette question de tabou en tant qu'homosexuel, spécifiquement dans la Caraïbe, en tant que personne qui a une autre façon de faire l'amour, qui a une autre façon d'aimer, mais qui aime différemment. Ou du moins, Dominique, ne pense pas parce que je suis passif, donc voilà. Quelque part, je m'identifie à la femme soumise qui ne dit pas, qui ne veut pas dire donc au mec qui est actif. Non seulement ça, c'est même lié à que je contredis ou du moins que je lui pose des questions, ou du moins voilà. je lui impose donc mon désir, ce que je veux. Tout ça. Et moi, j'ai discuté une fois avec quelqu'un qui m'a donné une petite anecdote. Et au final, quand on a fait une analyse ensemble, j'ai réalisé que c'est pas seulement une question de non-négociation ou bien de dominance économique ou bien de dominance masculine ou bien de personnes comme si viriles, mais ça va plus loin, ça va jusqu'au tabou parce qu'il y a beaucoup de tabous qui sont liés à ça, à notre homosexualité, à notre façon d'être. Donc je sais que dans les religions qui sont prônées dans les Caraïbes, il y a beaucoup qui disent en tant qu'homosexuel, là, toi, tu n'as pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui a le même sexe que toi. Donc ça, c'est immédiatement que tu le fais, tu te sens coupable. Tu te sens coupable, mais ce que tu reçois, c'est comme si c'est une bénédiction. Tu dis, bon, ok, si je peux avoir ça, je n'ai pas à me plaindre. Il y en a d'autres qui n'en ont pas. Il n'y a aucune raison que tu me plaignes. Si tu es satisfait, donc tu fais voilà, donc on oublie qu'on est des gens qui ont droit à l'amour, qui ont droit à un épanouissement sexuel de qualité, normal. Donc, pour nous, la négociation, ça doit vraiment commencer à faire partie intégrante de notre dialogue en tant que personne. Dominique, si tu permets, j'aimerais te poser la question. Donc, je sais qu'au niveau des relations homosexuelles, donc pour la plupart, je dirais, donc il y a le passif qui ne revendique pas, qui ne négocie pas, donc qui accepte. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, donc c'est comme si c'était une faveur, donc comme si c'était donc quelque chose de mérité. Exactement. Donc je n'ai pas à me plaindre, donc je n'ai qu'à accepter. Mais est-ce que au niveau des rapports sexuels entre une personne trans ou une personne si ça arrive, est-ce que bien sûr on est des êtres de sentiments, on est des êtres d'émotions, psychologiquement on a beaucoup de choses qui nous atteignent, donc oui, des fois tu t'en rends pas compte, c'est en analysant et puis tu finis par réaliser que effectivement tu avais le comportement sans t'en rendre compte, tu ne négociais pas, tout simplement tu sais que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance. Si j'ai cette chance, je peux la prendre comme ça vient. Donc, j'ai pas à exiger plus. J'ai pas à demander la qualité. J'ai pas à demander que ça soit mieux. Tout simplement parce que, en tant que personne homo, on est homo déjà, on n'est pas bien vu. Donc, c'est pas la peine de rajouter. Mais non, c'est une question d'éducation, c'est une question d'échange, c'est une question de dialogue aussi. Oui, au niveau du sujet, en tant que personne trans ou bien en tant que personne homosexuelle. Donc, si tu crois ou bien si tu es convaincu que le droit des personnes c'est pour tout le monde, donc tu as droit au bonheur, tu as droit à une vie sexuelle équilibrée, tu as droit à une vie sexuelle épanouie, c'est tout à fait normal d'échanger avec ta partenaire, de lui dire tu sais quoi, je préfère ça. Elle a le droit de te dire qu'elle n'aime pas. On peut toujours négocier, on peut toujours faire des échanges, faire des compromis. C'est tout à fait normal. C'est pas comme si le fait que tu sois de telle façon, ça t'était à dire ou bien c'est une barrière que tu peux pas avoir droit à plus. Mais il y a en fait donc cette situation là donc pour les dominés. On dirait que les dominants eux-mêmes donc c'est ce que je me pose, c'est ce que je me demande. Comment les dominants? C'est cette question. Voilà. Donc, est-ce qu'ils arrivent ou est-ce que ça arrive qu'ils se trouvent dans une situation où ils ont peur de négocier, ils ont peur, donc peut-être s'il y a une question d'argent. C'est ce que je voulais te dire, même si c'est pas une question d'argent. C'est une question de relation. Comme je te l'ai dit, on est né dans une société. Je suis de sexe femelle. Le patriarcat m'a atteint beaucoup plus que les gens peuvent le croire. Oui, c'est vrai, je m'identifie en tant qu'homme trans, mais à la base, j'ai une éducation de femme. On m'a élevée en tant que fille.
que tu dois accepter 10, que tu dois accepter date, qu'il y a une façon de faire les choses. Et cette mentalité, même si en tant que fille, je ne me suis pas imprégnée, mais je me suis imprégnée de la mentalité des hommes aussi, de la façon dont les hommes concevoir le sexe. Par rapport à ton frère ou bien tes cousins, ou bien les hommes avec qui tu fréquentes, leur façon de parler de la sexualité, ça t'affecte. Ah ouais, ça t'affecte. Bien sûr. Ça t'affecte. Mais tu dois faire comment, en tant que personne transgenre, homme trans, je pense qu'il y a un certain moment où on doit faire la balance. Dernièrement, j'ai eu une conversation avec un ami, c'est un homme trans, il est vraiment très jeune, et dernièrement, il m'a dit qu'il trouve que pleurer, ça le rend faible. Donc, il ne se sent pas homme, il ne peut pas s'imposer dans la relation, il ne peut même pas négocier comment la relation va se passer. Donc, pour lui, c'est un privilège d'avoir la fille. Ok? Donc, si la fille le traite n'importe comment, bon, ok, je peux toujours accepter. Oui, il sent qu'il n'est pas à l'aise dans la relation, mais négocier, même au lit, négocier comment ça va se passer avec cette femme, spécifiquement si la femme, elle est la personne qui donne dans la relation, que ce soit au niveau financier ou autre. Donc, la personne se sent mal à l'aise. Elle ne veut pas négocier tout simplement parce qu'elle se sent diminuée. Donc, c'est un tabou, c'est aussi un changement, disons, c'est quelque chose qui nous épreuille en tant que personne dans cette société. Donc, c'est pas seulement du côté des homos, mais du côté des personnes transgenres ou bien des personnes lesbiennes aussi. Je pense que c'est pratiquement, on va trouver cette même répercussion. Donc, en finale, pour moi, le message en général, c'est quoi? Il faut négocier. Il faut convertir. Je ne vais pas dire négocier parce que peut-être que le mot est un peu trop fort. C'est pas un marchandage. Mais il faut dialoguer avec ton partenaire. Il faut avoir un échange sur comment tu veux que ça se passe. Comment tu aimerais que ça se passe. Qu'est-ce que tu attends de la relation sexuelle? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Et vice-versa, ça va dans les deux sens. Mais aussi, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc, il faut quand même commencer par la base. Donc, pourquoi on est arrivé à avoir un tel comportement de soumission? Donc, parce que à partir de là, donc, on va pouvoir donc négocier. Après, si on sait que ça demande de travail sur soi aussi. Je ne suis pas obligé d'être comme ça. Donc, je veux dire non si j'aime pas. Voilà. Donc, on a fini de parler de la dépendance économique et de cette capacité qu'ont les gens de ne pas négocier ou bien de ne pas pouvoir négocier leurs relations sexuelles. Et je sais que ça nous amène droit sur des violences qui se font assez souvent. Et par manque de dialogue, par manque de négociation ou bien de conversation sur comment ça va se passer cette relation sexuelle. Et il y a une catégorie de personnes, je sais, qui est fortement touchée par ça, cette violence, et c'est les travailleurs de sexe. Dans notre pays, il n'y a aucune législation qui permet vraiment de les défendre, qui leur permette, disons, d'avoir le maximum au niveau sécurité, le maximum niveau comment je pourrais dire ça, encadrement. Voilà. Donc toi, comment tu vois ça? Pourtant, donc, ce ne sont pas des professionnels qui manquent. Voilà. Donc il y a en fait, que ce soit de façon plus ou moins formelle, donc dans les rues, sur les trottoirs, etc. Mais aussi il y a la prostitution à domicile. Il y en a qui se font en cachette. Donc moi-même, donc, je dis que c'est un sujet donc assez sérieux, donc qui mérite vraiment de l'attention, donc et qui mérite aussi beaucoup de prise en charge, parce que généralement on a tendance donc à acculer ou du moins à blâmer donc la personne donc qui exerce cette profession. Donc on traite la personne de tous les noms, donc et aussi donc on a souvent tendance à penser que c'est un choix. Pas seulement ça, je pense aussi que cette façon qu'on a de voir la sexualité, de mettre un tabou dessus, je vais pas dire déifier, mais de transformer le sexe en une norme,
Donc ça, c'est un problème de base. Voilà. C'est un problème vraiment majeur. Et je sais pas, pour moi, la solution, c'est directement l'implication des institutions qui sont responsables pour la gestion de ces personnes. Parce que c'est un métier comme tous les autres. C'est un métier comme tous les autres, mais tu as dit quelque chose de très très important. Donc c'est en fait la perception du sexe, donc de l'acte sexuel. Oui. Voilà. Donc parce que l'acte sexuel est utilisé donc envers les femmes, ou du moins même envers les personnes, donc, ou du moins les homosexuels, donc dominés comme une arme, comme un outil de domination, de répression, de tyrannie, etc. La personne, il te fait mal, ou bien elle te fait mal avec sa façon de te voir. Donc, je pense avant même de pouvoir donc régulariser donc la profession, du moins donc ce secteur, donc il faut d'abord donc qu'on travaille avec les gens donc sur cette perception-là donc du sexe. Que le sexe donc peut être à la fois donc du plaisir, donc le sexe peut être à la fois donc quelque chose d'utile dans le cas où on veut procréer. Le sexe peut être également donc quelque chose donc qui est rentable donc si on exerce donc la profession donc du sexe. Donc, mais en aucun cas ça ne doit pas être quelque chose donc pour punir, pour faire du mal, pour servir avec comme pour faire de la violence. Bon, cette violence est vraiment énorme. Il y a plus, spécifiquement en Haïti, pratiquement 80% des personnes qui sont des travailleurs sexuels se font agresser, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Donc, je pense qu'il y a un sérieux travail qui doit être fait au niveau de sensibilisation. Quand on parle de santé et de bien-être sexuel, il faut vraiment permettre aux gens de voir le sexe non pas comme un outil de destruction, mais comme quelque chose qui peut vraiment leur permettre de s'épanouir en tant que personne. Parce que sans ta santé sexuelle qui est équilibrée, c'est sûr que psychologiquement tu vas pas te porter bien. Et quand tu te portes pas bien psychologiquement, ça va affecter ton travail, ça va affecter ta personnalité, ta façon d'être. Donc il y a vraiment un travail énorme qui doit être concentré sur ce domaine, dans ce dossier principalement. Et ça nous amène à parler de la santé mentale qui est vraiment très étroitement liée à la santé sexuelle. Et en même temps, on va essayer vraiment de faire une petite ouverture sur le droit sexuel et reproductif que les gens vraiment ont tendance à négliger et qui pensent qu'il n'existe pas. Donc, il y a une façon que les gens ont de vraiment définir la santé et d'exclure cette partie, cette partie de la sexualité qui vraiment quand elle est bien exprimée, donc c'est tabou, quand cette sexualité est bien exprimée, quand elle est bien exprimée, quand elle est vraiment très équilibrée, donc elle te peut permettre d'être la personne que tu es, te permet de vraiment vivre, de t'épanouir. Donc je pense qu'il y a vraiment un challenge au niveau de la santé, dans le secteur de la santé, qui doit être bousculé un peu pour qu'ils prennent ça beaucoup plus au sérieux, qu'il y ait des sensibilisations, des formations, des documentations sur le sujet. Les gens n'ont vraiment aucune idée de à quel point ça peut impacter quelqu'un, de refouler ses désirs. Ce que je me dis, donc, j'étais en train de réfléchir, je me disais que ça en fait un rapport étroit avec comment on perçoit donc le genre, comment on perçoit l'homme, comment on perçoit la femme et comment on perçoit le sexe. Donc tout ça est lié. Donc par exemple, donc on perçoit, donc on a cette histoire donc qui vient de la Bible, que l'homme est le chef de la femme, que la femme est née à partir d'une côte d'Adam, etc. Donc qui montre carrément que la femme appartient à l'homme, donc ou du moins la femme devrait être. Elle est chosifiée. Exactement. Ou du moins, donc, moi, j'aime pas dire l'homme, la femme. Doit être devant donc envers l'homme parce que c'est à partir de l'homme qu'elle est créée. Moi, j'ai l'impression du moment qu'il y a rapport sexuel, il y a pénétration, il y a et dominance sexuelle, les gens ont une façon de vraiment
changer ou bien de mésinterpréter les choses, disons, de donner une signification à la chose qui n'est vraiment pas... qui n'a vraiment parce pas... que, en fait, ils ont un modèle, ou du moins, ils ont un repère. Donc, le repère, Voilà. c'est quoi? Donc, c'est, en fait, ce qu'ils ont connu, ou du moins, ce qu'on leur a appris, donc, que, voilà, l'homme est le chef de la femme, l'homme fait tout, l'homme dit comment ça doit se faire, donc comment on doit avoir un rapport sexuel, donc qui dirige, qui prend les initiatives, qui fait ceci, qui fait cela. Et ça affecte donc toutes les autres choses. Bon, je suis d'accord, mais seulement à 50%, parce que là, on est en 2021, on va à la bête, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les féministes ont vraiment chamboulé beaucoup de choses. Ah oui, donc... Jusqu'à présent, je me souviens dernièrement, j'ai eu un petit débat avec une amie, et puis je lui ai dit, mais pourquoi, si une femme, elle est intéressée à un mec, elle a de la difficulté à le lui dire, ou bien à prendre des initiatives? Je pense que le travail doit être fait des deux côtés. Parce qu'en même temps qu'on essaie de vraiment changer les idéologies, voilà. Mais ces idéologies sont tellement ancrées chez les gens, ils sont si imprégnés de ça qu'ils ne veulent pas faire autrement. Donc, je prends à l'exemple cette question pas seulement, je ne parle pas de droit, quand on parle de droit sexuel, les gens... Pour eux, c'est inexistant. C'est quelque chose qu'on fait pas routine. Donc, il n'y a aucun système qui peut régir ça. Donc, ça se passe comme ils le veulent. Exactement. Donc, si ça se passe comme ils le veulent, pourquoi ça ne se passe pas bien? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de dialogue, d'échange? Voilà, justement. Donc, pourtant, le sexe est super important. C'est super important, c'est ce que j'essaie de dire. C'est super important parce que quand on parle de la santé, ça fait partie intégrante de ta santé physique et mentale. Donc, sans ta santé sexuelle, tu pars à la dérive. Et je crois que c'est un travail qui nécessite l'implication donc, de tous les secteurs, donc, parce qu'on sait que très bien, donc, surtout chez nous, en Haïti, on a certains secteurs donc, qui sont très hostiles par rapport avec l'éducation sexuelle, donc, que ce soit dans les écoles ou etc. Donc, ils sont très hostiles par rapport à cela. Je suis super content que tu aies mentionné les écoles. Là, tu parles d'éducation. Et comme je le disais tout à l'heure, si on parle de santé, si on parle de façon de voir, de challenge, de changement, donc, il faut vraiment une implication d'une institution de poids, une institution de qualité. Donc, il faut avoir des règles à ce sujet. Il faut vraiment qu'il y ait des lois, des mesures, d'accord, qui peuvent permettre que les gens puissent avoir des relations sexuelles vraiment saines et vraiment épanouissantes. Donc, voilà. Donc, c'est justement dans ce stade-là qu'on parle du consentement, ok? Quand on parle de consentement, donc ça va entrer là-dedans. Donc, pour permettre aux personnes de vraiment de comprendre, il faut qu'il y ait un curriculum, il faut qu'il y ait une intégration de cette partie de la sexualité dans le curriculum scolaire qui permette aux gens de vraiment, de savoir ce qu'il y a à savoir et non pas des choses qui ne sont pas pertinentes. Okay. Il y a des informations qui ne sont pas pertinentes. Ou du moins c'est dicté, tout simplement. Oui, je ne dis pas que certaines informations sont pertinentes, mais elles sont pertinentes pour des professionnels. Je vais dire, par exemple, quand tu es à l'école et il y a la biologie qui t'enseigne qu'il y a les ovaires, les ovules, ça ne te dit pas comment tu dois faire le sexe. Ça ne te dit pas quel bien ça te procure. Donc, de la même façon qu'on te décrit ce qui est à l'intérieur de ton corps, comment ça réagit, donc je pense qu'il est important, quelque chose qui a un impact aussi important sur ton mental. Donc, il faudrait vraiment avoir des documentations qui permettent aux gens de plus ou moins mieux appréhender la sexualité. Tout à fait. Oui. Donc, quand on parle de dominance, de la façon dont les hommes, et c'est eux qui dictent, ou bien les personnes dominées, les dominantes, ou bien les dominants, c'est eux qui dictent comment ça se passe. Donc, pour avoir un dialogue et parler de consentement, parler de droit sexuel, parler de comment la personne veut que ça se passe dans son corps, pour son corps, il faut vraiment qu'il y ait une implication des institutions importantes. Donc, si ça ne se fait pas, donc c'est vraiment c'est une peine perdue. De notre raison d'être, voilà, bon, oui.
On veut vraiment lancer le dialogue. Oui, voilà. On veut lancer le dialogue et permettre que les gens puissent intervenir. Il y a un dernier point qu'on n'a pas encore vu. Il y a les IST et le VIH qui est vraiment qui sont deux, je pourrais dire, je vais pas dire deux piliers. Mais ce sont deux notions importantes de la sexualité. Super, voilà. Oui, qui a changé la sexualité du jour au lendemain à travers le monde. Oui. Donc cette question justement quand on parle de consentement, on parle de droits sexuels. Dans tous les points. Voilà. Permettre à cette personne de non seulement se protéger, mais de protéger son partenaire, voilà. Ou bien de savoir ce qu'il y a à savoir sur les relations sexuelles, les risques. Oui, ça c'est vraiment important. Hein? Et que donc sa santé, donc la santé donc est primordiale, donc peu importe l'offre qu'on te fait, donc écoute, donc je peux comprendre, donc tu as besoin donc d'avoir une certaine somme d'argent donc pour fonctionner, etc. Mais par contre, donc si quelque chose vient donc pour mettre ta santé en péril, donc normalement, à moins que tu le veuilles bien, mais tu es informé, donc tu connais les risques. Voilà. Il faut connaître les risques, il faut savoir comment se protéger. Et aussi, il y a une question vraiment très importante à notre ère, cette question d'institutions qui font vraiment la promotion de la protection des personnes, surtout quand il s'agit de sexe protégé ou bien de relations sexuelles protégées, mais aussi pour les personnes infectées par le VIH. Leur vie sexuelle n'est pas terminée, elle continue et c'est mieux de vraiment faire la promotion de la façon dont ils peuvent protéger leurs partenaires et permettre que continuer à prendre leurs médicaments. Voilà, les ARV et la PrEP, tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment très important. Donc, en général, quand on parle de santé et bien-être sexuel, c'est vraiment donner la priorité à une meilleure façon, des techniques, des informations qui puissent permettre aux gens d'avoir une sexualité normale, épanouie, et aussi le plus, comment je pourrais dire ça, le plus encadré que possible. Donc, ça veut dire éviter d'avoir des risques, de prendre des risques, mais si les risques ont déjà été pris, c'est continuer à se protéger et à protéger les autres en prenant des médicaments. Dans l'encadrement aussi, donc avoir certaines informations donc, qui sont là. Donc, oui, la vulgarisation de ces informations, c'est vraiment important. Donc, avoir des vidéos, des photos, des posters qui parlent de ces façons-là, c'est vraiment le clou, c'est le principal, et c'est pour ça que les institutions, les OST qui travaillent avec la communauté de base, donc c'est pour ça qu'on est là, c'est pour permettre aux gens d'avoir des informations et de qualité, et aussi des informations pertinentes qui puissent leur permettre d'évoluer et à travers la société, de naviguer la société sans avoir à se soucier vraiment de toutes ces difficultés. Donc c'est intégrer ces informations et pouvoir les vivre au jour le jour sans aucun problème. Donc je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Donc je ne sais pas si tu as un dernier message à faire passer. Bon, en fait, je dirais que comme message, donc je dirais aux gens que c'est, comme tu l'as bien dit, donc Dominique, donc la santé sexuelle est tout aussi importante que la santé physique, donc physiologique, etc. Donc c'est très important et il faut en prendre soin. Et pour en prendre soin, donc il faut en fait donc qu'on soit encadré, qu'on soit informé, qu'on soit éduqué et aussi qu'on soit vraiment donc encadré par des secteurs donc qui ont le pouvoir. Oui, c'est ça. Donc l'implication du gouvernement, des gouvernements, c'est important. Et des institutions aussi qui participent dans la vie nationale, c'est important. Donc en gros, c'est ça. Et c'était Gino et Dominique. Oui, donc on a été vraiment contents de participer dans cette dans cette courte vidéo donc, pour parler donc, de la situation de la sexualité en Haïti, donc du point de vue sexuel en Haïti. Donc, oui, de parler de la santé et du bien-être sexuel, c'est vraiment très important. Donc les amis, c'était un plaisir.
j'espère vraiment qu'on pourra se voir une très prochaine Voilà. fois. Merci Gino. Merci à toi aussi Dominique. Et merci à l'équipe technique. Merci. Au revoir et à la prochaine. À la prochaine.